une masse M1 pesant 1 kg force. Donc une masse M1 pesant 1 kg force glisse sans frottement sur un rail horizontal. Point virgule. Donc elle possède une quantité de mouvement égale à 12 kg mètres par seconde. Donc c'est cette masse M1. Bon, ici je vais terminer la phrase. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il subit physiquement? Physiquement, il y a un choc, puisqu'on dit qu'elle heurte, et alors c'est un choc élastique, donc il y a une conservation de l'énergie cinétique, mais aussi de la quantité de mouvement. Voilà, attention à ça. Donc elle heurte au travers d'un choc élastique. Une autre masse M2 à l'arrêt. Donc quand c'est la seconde masse est à l'arrêt, c'est un choc central, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais quand une des masses est à l'arrêt, c'est assez simple. Parce que dans les équations, il y a voilà, une simplification qui se fait, et donc c'est très bien. Quand c'est à l'arrêt, c'est magnifique. Bon, ça simplifie les calculs, c'est ça que je veux dire. Bon, on a moins de calculs, les calculs sont moins longs. Donc ici, il a 2 kg force, cette seconde masse. Donc il y en a une qui est plus forte que l'autre. Bon, on a une grande masse, un grand M. Ah oui, attention, quand je dis grande masse, il fut une vidéo, j'appelais grande masse, grand M. Hein. Voilà, c'est grand M. Voilà, donc le grand M n'est pas forcément la masse la plus grande. Hein. On peut avoir grand M peut-être de 3 kg et petit M de 5 kg. Voilà, quand je dis grande masse, c'est grand M. C'est grand M. Alors je distingue grand M et petit M. C'est le grand M, je devrais dire grand M, c'est moi qui m'exprime mal. Alors, la masse M2 glisse sans frottement sur ce même rail horizontal, parce que tout se passe au travers d'un rail, d'une glissière, ou enfin on va dire un rail. C'est une glissière sur un rail horizontal, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. La masse M2 glisse sans frottement sur le rail horizontal et heurte heurte une seconde fois. Elle est heurtée. Une fois elle est heurtée, la masse M2 est heurtée, elle part, elle va heurter un ressort. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, ce que l'on connaît de de ce ressort, c'est sa constante de raideur qui vaut K égale 1019,4 kg force par mètre. Et on demande de calculer la distance parcourue par la masse en contact avec le ressort, c'est-à-dire M2, effectivement, parce que c'est M2 qui part, qui repart vers le ressort. La distance parcourue par la masse en contact avec le ressort pour que celle-ci soit arrêtée. Bon, le problème, il est compréhensible à 100%. Il n'y a pas, je veux dire, de tergiversation à fournir concernant une éventuelle analyse de cet énoncé. Cet énoncé est clair, comme on dit dans le jargon, c'est clair et net comme une clarinette. Bon, c'est vrai que clarinette c'est pour les musiciens, mais voilà, c'est clair et net comme une clarinette. Donc cet énoncé, il est limpide, il est compréhensible, tout le monde peut comprendre. Donc, je vais dessiner ce système qui est la collision de deux masses, qui est un choc central, je veux dire choc élastique central. Alors, je vais dessiner le tout. Alors, à mon avis, c'est un rail. C'est une glissière sur un rail. Ça se vend, c'est des matériels de laboratoire qui se vendent tout fait, bon, pour faire des, voilà. Je vais pas décrire ici le matériel, mais en tout cas, ça existe. Ça existe. Bon, un petit instant parce que j'ai perdu. Voilà, ma calculatrice, parce que j'ai besoin de ma calculatrice. Voilà. Alors, ce que je disais,
Normalement, je devrais dessiner une espèce, voilà, de système comme ceci. Voilà, ça se vend, c'est du matériel de laboratoire qui se vend tout fait. Alors on peut contrôler la vitesse, hein. Voilà, le rail est comme ceci. Donc bien sûr ça. Et le mobile, bien sûr vous aurez compris que le mobile c'est ceci. Le mobile d'une masse donnée, le voici, hein. Donc vous avez le rail que voici et le mobile que voilà. Ah, non, là il y a un trou. Bah, vous avez vu c'était quoi le mobile, enfin je vais bien refermer le trou, mais ah, voilà, le mobile il est là. Alors vous avez le rail que voici. Et donc là on sait que communiquer une certaine vitesse du mobile ici au travers du rail. Comme ça il va en ligne droite, hein. Voilà, je peux montrer le système une fois. Bon, ça existe, du matériel de laboratoire, il n'y a pas de problème. Bon, mais moi je ne veux pas dessiner ça comme ça. Vous aurez compris que je vais dessiner des espèces de rectangles. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une masse M1. Alors, c'est 1 kg force, hein. Pas 1 kg masse, mais 1 kg force. Donc il n'y a pas de frottement. Donc ici encore une fois, il y aura un rail. Elle possède une quantité de mouvement égale à 12 kg masse. Je m'excuse. 12 kg mètre par seconde. Donc celui-ci, je vais l'appeler grand M. Alors comme j'ai dit, le grand M n'est pas forcément la grande masse, hein. Ouais, parce que d'habitude, je dis grande masse, mais c'est grand M en fait. C'est moi qui m'exprime mal. C'est grand M, c'est pas la masse la plus conséquente. Grand M vaut 1 kg force. Alors, elle possède une quantité de mouvement P égale à 12 kg mètre par seconde. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait. Bon, on la met bien sûr en mouvement à un instant T. Et elle va se mettre en mouvement avec une certaine vitesse. Bon, elle va acquérir, elle a une certaine quantité de mouvement dès le moment où vous le mettez en mouvement, hein. Parce que si elle est au repos, elle n'a pas de quantité de mouvement. Dès le moment où vous lancez le chrono, boum, il est lancé. Là, elle a une quantité de mouvement pour venir frapper un autre objet, voilà, qui serait sur le rail. Donc ici, une masse petit m, voilà, M2. Ouais, ici, il l'appelle M1. Ouais, ici, ça, comme c'est M2, l'autre c'est M1. Je ne peux pas appeler ça M, grand M, petit m. Donc il y a une petite modification à faire. Celui-ci, ce sera M1. Vu qu'il l'appelle M1, M2 dans l'énoncé, donc je suis obligé de reprendre les qualificatifs de l'énoncé. M2 pesant 2 kg force. Donc on a déjà une partie du système. Je vais remonter le tout. Alors on a la masse. Donc vous aurez compris ce qui va se passer. On va mettre en mouvement celui-ci, il aura une certaine quantité de mouvement. Donc il va avoir une certaine vitesse, voilà, que je vais appeler V1. Voilà. Et celui-ci, il est au repos au départ. Mais on va lui communiquer donc le V1 égale 0. Au départ, il n'y a pas de vecteur vitesse. Alors, un repère étant posé, bien sûr, hein. C'est pour ça que je mets directement. Normalement, je devrais écrire ceci. Voilà, et puis je mets mon repère. Voilà. Mais, bien sûr, après choc. Ça, c'est avant choc, hein. C'est avant choc. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Parce que c'est vrai que là, les situations, il faut que je les
distingue. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bon. Bon, je vais faire ça en animation, mais normalement, je vais le faire après. Je vais distinguer les cas de figure après. Bon, là, c'est la première chose. Donc, on a V1, lui, il est au repos. Il va foncer sur le bloc en bleu. Et dès le moment où il va foncer sur le bloc en bleu, il va être animé d'une vitesse V2. Bien sûr, celui-ci aura une vitesse V2. Hein. Voilà, une vitesse V2. Et donc, avec cette vitesse V2, bon, peut-être que la vitesse V2 sera pas là, mais on s'en fout de ça. Qu'il recule ou il aille dans le même sens, on s'en fout. Ce qui va aller vers heurter le ressort. Ici, on a un ressort. Hein. On a un système avec un ressort. Donc, il va venir frapper le ressort. Et on demande de calculer la distance parcourue par la masse. En contact avec le ressort. Donc, c'est celui-ci, hein, c'est M2. Il faut calculer cette distance-là. Bon, bien sûr, quand il va venir frapper comment on appelle ça, le ressort va se comprimer. Donc, il va se comprimer d'un delta L. Voilà, et avec ça, normalement, le problème est, on peut le faire, avec tout ça. Avec ce qui est dit là, le problème, il est résoluble ou résolvable, enfin, je sais pas comment on dit, mais on peut trouver le D. Alors, je vous rappelle que dans un choc central, alors il y a la masse que j'appelle grand M et petit m. Je vous rappelle, normalement, vous devez connaître les formules par cœur, mais je vais les remettre quand même. Hein. Je veux dire, quand vous avez un choc central, bien sûr, un axe étant posé. Hein. Un axe étant posé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux écrire dans un choc central? Élastique, bien sûr. Hein. Quand vous avez deux corps, ça c'est avant choc. Et puis il y a les deux corps après choc. Bon, ce qui ne va pas changer, c'est les masses. Un repère étant posé, bien sûr, pour les quantités de mouvement, vous devez mettre... Voilà. On a bien un choc central parce que le centre de gravité des masses sont parallèles. La ligne d'action des centres de gravité des masses est parallèle au mouvement, à la direction du mouvement. Et donc là, je peux dire qu'on a une masse grand M, masse petit m. La masse, elle est conservée. Il n'y a pas eu de... Voilà. Alors là, on a une vitesse V1. Petite... Alors, pourquoi grand V? C'est ce qui va avec le grand M. Ce qui est grande lettre va avec la grande lettre et ce qui est petite lettre va avec la petite lettre. Et situation avant choc, c'est 1. Et situation après choc, c'est V2. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'un repère 1D étant posé, hein, suivant la direction du mouvement. Donc, c'est-à-dire, vous mettez un repère comme ça, par exemple, pour les quantités de mouvement. Dès le moment où vous mettez des quantités de mouvement, vous êtes obligé de mettre un axe. Et de ça va découler des équations. Les équations, c'est, comme le choc est élastique, on a la conservation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on aura un demi m v1 carré, la somme des énergies avant le choc est égale à la somme des énergies, parce que c'est conservatif. Il n'y a pas de perte d'énergie cinétique. Donc, 1 demi mv1 carré plus 1 demi mv1 carré est égal à 1 demi mv2 carré plus 1 demi mv2 carré. Alors, de ça, je peux tirer que m v1 carré V1 carré moins V2 carré est égal à petit m V2 carré moins V1 carré. Voilà, ça c'est au niveau de la conservation de l'énergie cinétique.
Alors bien sûr ici, dans cet énoncé, vous avez de l'énergie cinétique parce que vous avez deux mouvements. Voilà, vous avez tout deux mouvements ici avec des collisions. Mais après, vous avez de l'énergie potentielle, hein, parce qu'on a un ressort ici. Hein. Voilà, l'énergie potentielle. Voilà. Et cette énergie potentielle proviendra bien sûr du travail fourni par F fois D ici. Hein. Voilà, si vous avez compris ça, on s'est tout trouvé. Hein. Alors je vous rappelle que l'énergie potentielle, bon, on sait bien que F est égal à Kx, mais que le travail est égal à l'intégrale de F, enfin, ça c'est dW. Bah, vous savez très bien que la variation de travail, c'est une force constante fois une variation de longueur en infinitésimale. Ça donne ceci. Et si vous voulez le travail, c'est l'intégrale de f dl. Et si vous appelez dl dx, ben, ça fait... alors, en sachant que f égale kx, hein, kx dx, donc vous aurez kx carré sur 2. Voilà, donc l'énergie potentielle, elle est connue, hein, du ressort. Pour le ressort, on connaît l'énergie potentielle ici. Voilà, si on connaît le travail qui est fourni pour avoir une certaine énergie potentielle au ressort, mais connaissant la force, mais je peux trouver la distance sans aucun souci. Donc vous voyez que c'est une transformation d'énergie cinétique avec des quantités de mouvement ou des impulsions de force et bien sûr de l'énergie potentielle due à un ressort. Et grâce à tout ça, on peut tout trouver. Donc c'est de la dynamique, si vous voulez. C'est de la dynamique. Alors, revenons à nos moutons. Ça, c'est les équations de l'énergie cinétique. Au niveau des quantités de mouvement, la conservation de l'impulsion va s'écrire, parce que c'est un choc élastique, m v1 plus m petit v1 est égal à m grand v2 plus petit m v2. Donc la conservation de la quantité de mouvement avant choc est égale à la quantité de mouvement après choc, bien sûr. Et puis, si je projette sur un axe au X ou au Y ou au Z dans un repère 1D, ça va me donner la projection. On aura une projection scalaire. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux tirer de ça? Que M V1 moins V2 est égal à M V2 moins V1. Et en divisant l'équation 1, qui est celle-ci, ça c'est la 1, par la 2 que je vais trouver ici, la 2, les masses vont s'enlever. Et donc, on va trouver que V1 plus V2 est égal à V2 plus V1, soit on peut écrire V1 moins V1 est égal à V2 moins V2, c'est-à-dire que la vitesse relative des deux masses avant le choc est égale à la vitesse relative des masses après le choc. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, de la relation que je vais trouver ici, donc V1 plus V2 avec les masses relatives, qui est la relation 3, voilà, de cette 3-là, je peux tirer que V2 est égal à V2 plus V1 moins V1, et je peux tirer que V2 est égal à V1 plus V2 moins V1. Et en remplaçant ceci par une substitution dans l'équation numéro 2 que voici, ben on obtient l'équation toute faite, enfin les entrées par rapport aux sorties. On aura les entrées par rapport aux sorties, c'est-à-dire qu'on aura V2, V1, grand M moins petit m, grand M plus petit m, plus V1, 2m sur grand M plus m,
Et là, on aura petit V2 est égal à, toujours par rapport à V1, 2M sur grand M plus M, plus V1, grand M moins M sur grand M plus M. Et donc, on peut le mettre sous forme de matricielle. Là, on aura V2, V2, égale, alors c'est le produit, on aura M moins M. Alors, je peux diviser par, voilà, je vais le faire après, 2M, 2M, M moins M, fois bien sûr 1 sur grand M plus petit m, le tout par la matrice V1, V1. Voilà. Et donc, V1, ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Donc, entrée ça va en choc, et sortie ça après choc. Voilà, ceci étant dit, bon, c'est la théorie du choc central. Et donc, ici, qu'est-ce que je peux dire dans cet énoncé? Je peux aller chercher la formule V1 moins V2. Je peux aller chercher ceci. Voilà. Je peux aller chercher cette équation-là. Bien sûr qui concerne les quantités de mouvement. Donc, avec la grande masse, c'est pratique de mettre grand M, petit m. Hein. Oui, quand je dis grande masse, c'est pas forcément la plus grande, mais voilà, c'est M1. Voilà, M1. Donc ici, je peux repositionner grand M, et celui-ci, M2, c'est petit m. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que j'écrirais? Bon, on sait bien que il y en a un qui fait 2 kg force, et l'autre 1 kg force. Donc je peux travailler en kg force. Donc là, il fait 1 kg force pour la première masse. V1 moins V2, 2 kg force, V2. Mais sachez que V1 est au repos. Voilà, V1 est au repos. Donc qu'est-ce qu'on a comme une équation? V1 moins V2 est égal à 2 V2. V1 moins V2 est égal à 2 V2. Mais on sait bien aussi que par les énergies cinétiques, bon, on va aller chercher V1 moins V2. Si je prends les énergies cinétiques, voilà, si je simplifie, ici je simplifie, là on a les carrés. Bon, ce que je vais faire, c'est par je vais le faire avec ça. Celui-ci ici. On sait bien que comme ça j'ai la somme et la différence. Hein. J'ai la somme et la différence. Donc ici je peux dire que V1 plus V2 est égal à... Alors V1 était au repos. La vitesse V1 est nulle parce que le mobile est au repos au départ. V1 plus, V1 plus V2, grand V1 plus grand V2 égale V2. Donc je vais aller rechercher ces deux équations, très utiles.
V1 moins V2 égale 2V2. Et V1 plus V2 égale V2. Bon, ça c'est une chose. Autre chose, on connaît les quantités de mouvement, parce que regardez bien, ici, vous dites que c'est 12 kg masse pour celui de 1 kg force. Donc, je peux dire que la masse numéro 1, ben, elle a une quantité de mouvement de 12 kg mètres par seconde, c'est la quantité de mouvement, sachant que sa masse est de 1 kg, mais je peux trouver la vitesse de départ qui est V2. Alors comment? Ben, en faisant, on sait bien que P fois, enfin M fois V2, c'est la quantité de mouvement. M fois V2 vaut la quantité de mouvement P. C'est-à-dire que M vaut 1 kg force fois 12 fois, là c'est 12 kg mètres par seconde. Voilà, ça fait V2. Donc je peux dire que V2 vaut 12. C'est 12 divisé par 1. Ce qui fait 12 mètres par seconde. Voilà, donc on connaît la vitesse V2. Je m'excuse, la vitesse V1, ça va en choc. Ça va en choc, c'est V1. V1, on connaît V1, c'est pas V2, c'est V1. Parce que V2, c'est après choc. Ici, c'est avant choc, donc c'est V1. À 12 mètres par seconde. Donc, les équations vont se retraduire par 12 moins V2 égale 2V2 et 12 plus V2 égale à V2. Donc je peux trouver V2, puisque si je fais la somme, on a 24, 24 est égal à 1, 3V2. Donc 3V2 égale 24, V2 égale 24 divisé par 3, V2 égale 8 mètres par seconde. V2 vaut 8 mètres par seconde. Bon, ce qui est intéressant ici, je vais redessiner le contexte pour voir un peu plus clair, bien sûr. Les vitesses ont été trouvées, c'est bien. Alors, j'ai pas besoin de V1, on s'en fout de V1. Enfin, je m'excuse. Je peux trouver V2, mais je peux trouver tout le reste, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà pourquoi, je veux dire pourquoi. Parce que, voilà, on a ceci, une vitesse V1 qui est de je sais plus combien, une masse grand M qui est égale à M1, une masse petit m qui est égale à M2, on a une vitesse V1, ça c'est avant choc. Avant choc. Puis on a après choc. Voilà. Et c'est là qu'intervient le ressort. Bien sûr, ils ne sont pas à cette position-là. Bon, vous aurez compris que tu ne sais pas où ils sont au niveau positionnel, au niveau du choc. C'est un instant, une photographie à un moment donné, on ne sait pas où ils sont. Alors, grand M, 1, 2, petit m. Donc, 1 kg force, 2 kg force. 1 kg force, 2 kg force. V1, je vais de le trouver. 12 mètres par seconde. 12 mètres par seconde. V1, il est au repos.
0 mètres par seconde. V2, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin de ce qui se passe par après, parce que c'est ça que je disais, j'ai pas besoin de celui-là, parce que c'est celui-ci qui va foncer contre le ressort. Hein. Donc j'ai pas besoin du V2. Donc peu importe, on s'en fout. Alors V2, il vaut combien? 8 mètres par seconde. Il a 8 mètres par seconde. Et donc, ce 8 mètres par seconde, comme je vous ai dit, tout va se passer avec ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est le système là. À un moment donné, le restant, on s'en fout du reste. Puisqu'il faut rechercher la distance qu'il va parcourir. Donc il va partir du repos à 0,8 mètres par seconde. Hein. Donc en sachant que V1 était à l'arrêt, voilà, il va partir de l'arrêt à 8 mètres par seconde pour venir frapper un ressort. Alors je vous rappelle que ce qu'on recherche, c'est la distance quand il est au repos qui va parcourir comme ceci. D. Alors, on recherche aussi cette distance-là, D. Alors, on sait bien qu'on a une énergie cinétique hein, en présence, et cette énergie cinétique voudra W, bien sûr je parle de ceci, l'énergie cinétique de ceci c'est 1 demi M2 V2 carré, c'est-à-dire que c'est 1 demi, la masse est 2 kg force, fois V2, V2 c'est 8 au carré, V2 au carré c'est 8 fois 8 ça fait 64, donc ce qui fait, celui-ci se simplifie, 64 joules. Voilà, on connaît l'énergie cinétique. Alors cette énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle ici du ressort pour le tendre à une certaine distance delta L. Et tout à l'heure je vous ai dit que, voilà, je ne sais plus où ce qu'il était. Pas ça. Voilà, j'avais dit que l'énergie potentielle du ressort c'était kx carré sur 2. Voilà, et la force c'est kx. La force c'est kx. Bon, vous avez la force, elle vaut kx, et l'énergie potentielle vaut kx carré sur 2. Bien sûr, ici, j'oublie l'intégrale. Bien sûr, il faut mettre l'intégrale ici. Et donc, cette énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle pour comprimer le ressort. C'est-à-dire que ces 64 joules, ben, ça va servir à comprimer. C'est un travail qui va comprimer le ressort. Or, le travail du ressort, c'est K x carré sur 2. Bon, est-ce qu'on connaît le K? Le X, on ne connaît pas, à mon avis. Mais on connaît 64 joules, mais on peut le trouver le X. C'est-à-dire delta L. C'est K delta L carré sur 2. Donc ce delta L vaudra 2 fois W sur K racine carrée. C'est-à-dire ici, le cas on m'avait donné le constant de ressort qui valait 1019 kg force par mètre. 1019 kg force par mètre. 2 fois 64 racine carrée, 1019, virgule, je sais pas combien, virgule 4. Alors comme il est donné en kg force, il faut le mettre fois 9,81. Comme ça, bon, je l'ai en newton par mètre. Parce qu'il est donné en kg force par mètre. Hein. Et moi, je me fais en newton 1 kg. Voilà, pour transformer en newton, il faut multiplier par 9,81. Donc on va multiplier, on va calculer ça. Racine carrée 2 fois 64 divisé par 1019.4 fois 9,81.
Voilà, 0,113. L'allongement, enfin l'allongement, c'est pas un allongement, c'est une compression. La compression, je m'excuse, c'est pas un allongement, c'est une compression. Vaudra 0,113, 135, 308. Ouais, si vous voulez, c'est ça. Bon, bien sûr, je vais mettre à 3 décimales en centimètres. Voilà. Et donc, le tout, c'est de trouver donc cette distance-là. Mais ici, la distance, c'est de travail, c'est la force fois le déplacement D. D n'étant pas connu. Par contre, ici, on a 64 joules. Hein. C'est le travail nécessaire, c'est le travail de 64 joules constant. 64 joules. Il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de perte d'énergie. Donc les 64 joules sont conservés. Simplement, que vaut cette force F? Il faut aller chercher cette force F. Cette force F, c'est celle, voilà, c'est la force qui vient frapper le ressort. « 1019 » c'est KX, F égale KX. 1019 kg force par mètre fois 9,81 pour avoir en newton fois le 0,113. « 1131 newtons. Donc la force c'est F, c'est 1131,38 86 612. Enfin, je peux mettre à 3 décimales, mais si je veux garder, voilà, on va mettre à 3 décimales, alors je vais mettre 9. Voilà. Et maintenant, le travail pour trouver la distance, ben, la distance c'est le travail divisé par la force. Et donc, je vais inverser cette force, faire fois 64, voilà. Je trouve 5 cm. 0,056 56 mètres. Ce qui fait 5,56 cm. Je vous remercie.